beaucoup d'être venu nous parler. Tout le monde a droit à son opinion. Elle requestionne, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15, Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour, je vais passer de la santé au droit, à la justice. C'est pas rien au Québec, c'est un truc dont on parle juste quand c'est le temps de se plaindre. Non, sentence bonbon et ainsi de suite. Et j'ai avec moi en studio aujourd'hui, je suis chanceuse, Frédéric Bérard, qui est pas juste un avocat, il est docteur en droit. Et politologue, et chroniqueur, et blogueur, et il aime bien se manifester sur les réseaux sociaux. Puis, Andrew et moi, c'est un chic type. Bon, alors, voilà. Salut! Salut! Ben oui, je suis content de te voir. Ben oui, ben moi aussi. Oui, il fallait faire de la radio pour se dire bonjour. Ben oui, c'est comme ça, c'est drôle, hein? Frédéric, je sais que tu es capable du ratisse large quand c'est question du droit. On va ratisser large un peu aujourd'hui, mais la raison pour laquelle j'ai choisi parler de justice, c'est comme je disais tantôt, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez souvent dans la bonne perspective. C'est vrai. Hein? Par exemple, un jour, à un moment donné, il nous tombe dessus l'arrêt Jordan, puis on fait « Hey, c'est quoi ça? » Ouais, mais l'arrêt Jordan, ça fait comme des années que ça se prépare. Ouais, mais il y a très peu de gens qui en ont parlé. Presque 30 ans, en fait. Ah ben voilà, et il y a très peu de gens parce qu'on a l'impression, je sais pas, ça nous fait peut-être sentir coupable de parler de justice. J'ai pas vraiment la solution, mais aujourd'hui, j'ai quelques petits sujets dont j'aimerais parler. Le premier, on va commencer avec ça. Julius Gray, maître Julius Gray, a annoncé qu'il, en fait, il a dit qu'il soutenait les gens qui ont dit qu'ils n'allaient pas respecter la loi, projet de loi 21, le jour où il deviendra une loi, donc les commissions scolaires anglophones, les municipalités essentiellement de banlieue, mais beaucoup du West Island. Déjà en partant, et que lui, je racontais ça tantôt, qui veut prendre son bâton de pèlerin pour aller au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, alors que c'est probablement l'endroit où se passe le moins de droits de l'homme sur la planète. Non, mais quand t'as la Chine, Cuba, Venezuela, la Russie, le Yémen, le Soudan, parmi les droits de l'homme, t'as un problème. Ben, écoute, franchement, c'est parce que là, il y a deux concepts. Hein. Au moins, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, c'est un organe judiciaire, en un sens, pour faire valoir des droits internationaux. Ça, j'ai pas... à titre personnel, j'ai aucun problème avec ça. C'est toi qui recrute du drôle de monde? Je sais comment ça fonctionne à l'ONU, c'est chaque région qui doit voter. Il faut faire attention. L'ONU, c'est une chose, mais le Comité des droits de l'homme est un peu l'instance judiciaire, en quelque sorte. Comme par exemple dans l'affaire Ford, au Québec, on s'en souvient, la disposition de dérogation par la loi 178 qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale par le gouvernement Bourassa, avait été, en fait, discutée devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, ce qu'on appelle l'arrêt Ballantine, en vertu des obligations internationales du Canada comme tel, donc dans ce cas-ci du Québec. Ça, moi, à titre personnel, ça me va, c'est une autre instance. Cela dit, ce que propose Gray à ce moment-ci, là, c'est drôlement plus problématique, parce que si le Comité des droits de l'homme de l'ONU, c'est l'espèce de suite logique de l'État de droit, en un sens, la désobéissance civile, c'est l'inverse de l'État de droit. Je veux dire, c'est de dire, faites ce que vous voulez, faites ce que vous considérez légitime ou pas. Et là, autant on peut critiquer le projet de loi 21. Premièrement, on peut attendre son adoption avant de le critiquer en bonne et due forme. Parce qu'il va changer, c'est sûr. Fort probablement, au moins sur certains aspects. Il va y avoir, puis moi, je suis sûr que le gouvernement a gardé ce que j'appelle des morceaux jetables. Ben oui, ça, c'est sûr qu'il s'en garde dans ses poches. Mais dans tous les cas, moi, écoute, je dis bien personnellement, Lise, un avocat qui fait la promotion de la désobéissance civile, je veux dire, c'est un comptable qui dit vous n'avez pas besoin d'apprendre à compter, là, c'est pas nécessaire. Il y a vraiment quelque chose qui marche pas. Tu sais, puis là, dans ce cas-ci, on est loin de David Thoreau, puis on est loin de Gandhi, là. On s'entend bien, là. Oui, puis les exemples aussi que monsieur Maître Gray utilise pour justifier sa démarche, il parle de l'apartheid, les droits des Noirs dans le sud des États-Unis, les droits civiques. Mais c'est l'enflure verbal. Non, mais là, on est dans l'enflure intellectuelle, verbale. Je suis d'accord, puis je le répète, moi, défendre l'État de droit, je vais le faire, notamment lorsqu'il est question de droits des minorités. Si ça implique des instances internationales, judiciaires, ça me va.
Mais de promouvoir la désobéissance civile, ça fait drôlement penser au discours de Nadeau-Dubois en 2012, jusqu'à un certain point. Oui. On s'en fout. Puis je comprends bien que la loi 12 était, à mon sens, parfaitement illégitime, mais elle était surtout inconstitutionnelle. Mais il reste des recours pour ça. Maintenant, ce que Gray va dire, oui, mais la disposition de dérogation nous empêche de. Je comprends bien, mais démocratiquement parlant, la disposition de dérogation est là pour un 5 ans. Elle doit être renouvelée. Donc, rien n'empêche qu'il y ait un prochain gouvernement. C'est ça, il y a toujours des élections avant un renouvellement de clause dérogatoire. J'avais déjà écrit une petite chronique là-dessus, Lise, qui s'appelait Les sables mouvants de la désobéissance civile. Ah. Et j'aimais la métaphore parce que quand tu commences à balancer, à promouvoir cette idée-là, tu sais quand tu mets le pied dedans, mais tu sais rarement quand est-ce que ça va se terminer. Ça délégitime de manière très, très générale, essentiellement, l'ensemble des institutions. Et la disposition de dérogation, moi, je l'aime pas à titre personnel, mais elle est constitutionnelle à la base. Et surtout l'Assemblée nationale, la volonté de l'Assemblée nationale. Ben oui, évidemment. Puis il reste des recours. N'est-elle pas souveraine? Ben, moi, je fais attention à ça, parce que oui, en un sens, mais il y a quand même un dialogue avec les tribunaux, il y a quand même, on y revient aux instances internationales, mais tout ça pour dire que la désobéissance civile, à mon avis, c'est une sale idée qui doit être combattue à 100%. Bon, ben ça va me faire un grand plaisir de combattre ça, en tout cas, tu peux être sûr et certain. Moi, je suis plutôt une fille, la loi et l'ordre, croyez-le ou non, je sais que j'ai pas l'air de ça, là. Ben moyen. Oh. Dépend des jours. C'est ça, exactement. Bon, OK, alors on va passer à autre chose. Merci beaucoup. On a fait le tour. On a fait le tour. Non, mais sérieusement, je ne comprends pas comment des enseignants, par exemple, des gens qui ont dans leurs mains la formation de jeunes, peuvent se permettre des désobéissances civiles. Ouais, en fait, moi, ça me. C'est le message que c'est des ça enfants, envoie. là, tu sais, là, je veux dire. Puis le chaos social que ça encourage. Et moi, je considère qu'à titre personnel, le pouvoir judiciaire au Canada, notamment au Québec, fonctionne bien. Si on crie au gouvernement des juges aux 5 minutes, qui est à mon avis une erreur. De manière générale, ce pouvoir-là fonctionne bien. Et de promouvoir la désobéissance civile, par définition, attaque aussi ce pouvoir judiciaire-là qui sert de contrepoids au pouvoir législatif dont on parlait il y a de ça quelques secondes. Et donc, de manière générale, je pense qu'il faut respecter ces institutions-là, y aller par les processus qui sont connus, qui ont fait leurs preuves la dernière fois que j'ai regardé. Et puis pour le reste, franchement, je trouve ça irresponsable de la part d'un avocat comme Julius Gray, qui a le droit de ne pas aimer le projet de loi 21, c'est mon cas aussi, mais il faut quand même pas venir fou puis jeter le bébé avec l'eau du bain. Mon Dieu, je me rappelle plus ce que j'allais te demander. C'est un cul-de-sac de toute façon. Hein? Ça sera un cul-de-sac de toute manière. Mais c'est ça. Comment ça va se terminer? Il y en a qui cherchent des moyens présentement pour contourner la clause dérogatoire. Est-elle contournable? Je peux difficilement répondre dans le détail parce que c'est une nouvelle question qui vient de surgir sur la table. Il y a plusieurs thèses. Je suis moi-même un peu en conflit d'intérêt pour un truc que je peux pas préciser, mais d'un point de vue pédagogique, je peux dire par contre la disposition de dérogation n'est pas blindée. Ça vise seulement, en matière de charte canadienne, ça vise seulement les articles 2 et 7 à 15. Ce qui veut dire que, par exemple, les droits linguistiques ne sont pas assujettis à la disposition, les droits démocratiques non plus, c'est une bonne chose, et la liberté de circulation. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de passer à côté de cette disposition-là? Liberté de conscience, il y en a qui le pensent. Ben, en fait, en pensant peut-être au partage des compétences, mais là, je vous dirais qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont mises sur la table, qui sont un peu, passe-moi l'expression, far-fetch. Tu sais, il y en a beaucoup là, qui veulent se mettre dans les médias avec tant qu'à moi, avec des hypothèses qui tiennent plus ou moins la route, moins que plus. Puis c'est correct, ça contribue au débat aussi, mais je pense que la disposition de dérogation, de manière générale, c'est un concept qui est reconnu. Oui, on peut peut-être passer le papier sablé, si je peux dire, à gauche, à droite. Mais de là à penser qu'on va passer carrément à côté, ça, je pense qu'on se trompe des histoires. Difficile, hein? Ouais. Avant d'aller sur l'autodétermination du Québec, en fait, j'ai une question préparatoire. Oh, j'aime bien. Oui, une question préparatoire. Dans la tête de bien des gens, le Parlement à Ottawa, c'est comme la puissance supérieure des parlements canadiens. Une espèce de grand... Pire que ça, une espèce de qui peut dire aux autres quoi faire.
C'est une erreur, mais ça. c'est pas vrai, ça. Ben non. Un système fédéral, dans le partage des compétences, est basé par définition, je viens de le dire, sur le partage des compétences. Donc, des souverainetés parlementaires qui sont, puis ça vaut en droit international aussi, qui sont considérées comme étant du même niveau, essentiellement. Bon, la Constitution canadienne souffre, dans mon avis, de certains accros de ce concept-là. Il y a, par exemple, le pouvoir de désaveu, le pouvoir de réserve, le fait de pouvoir nommer lieutenant, gouverneur, et ainsi de suite. Mais de manière générale, ou le Sénat qui n'est pas représentatif des régions ou des provinces, mais de manière générale, le fédéraliste, laissons faire le Canada, est basé sur la souveraineté parlementaire, d'une souveraineté qui est équivalente essentiellement tant d'un point de vue provincial que fédéral. Bon, une chose de régler. Ça, on vient de régler ça. Non, je trouve ça bien que les gens comprennent ça quand ils regardent Ottawa qui arrive avec ses grosses bottines et de dire, hey, écoute, comme disait un enfant anglophone dans mon entourage, you're not the boss of me, vous êtes pas mon patron. Pas mal ça. Pas mal ça. Alors, ça nous amène justement à la loi 99 sur l'autodétermination du Québec. Ça l'a un petit peu passé en sourdine parce que à cause de PL 21, je pense. Oui. Mais c'est pas de la tarte quand on vient dire au Québec, si jamais un jour là vous votez pour la souveraineté, ça va prendre la permission de 7 provinces pour vous en aller. Allô? OK, attends. OK. Laissons tomber le fait... C'est pour ça qu'il y a des avocats pour nous calmer. Mais moi, j'aime les... Souverainistes, pas souverainistes, ça n'a aucune importance. OK? Non. Ce que je vais dire là... De ce point de vue-là, je le regarde, c'est point de vue juridique. On est d'accord. Ce que je vais dire là, puis je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents, mais laissez-moi finir jusqu'à la fin. Quand le renvoi sur la sécession du Québec a été rendu en 1998 par la Cour suprême, tu t'en souviens, Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, les souverainistes ont fait le plus gros party possible en disant... Voilà, arroseur arrosé, Stéphane Dion, Jean Chrétien, bande de salopards, vous êtes fait prendre à votre propre jeu. Votre propre Cour suprême vous a imposé l'obligation de négocier la sécession du Québec. Tu te rappelles de ça? Oh, très bien. Et tout le monde était bien excité avec ça. C'était considéré pour plusieurs comme étant une victoire par les souverainistes. D'accord. Là, tu sais, une décision de la Cour suprême, c'est pas un buffet chinois, là. Tu prends pas juste ce qui fait ton affaire puis tu laisses pas ce qui fait pas ton affaire dans le comptoir. Tu sais, tu prends tout ou tu prends rien. Là, ils ont décidé de le prendre. Correct? Mais pense-y, Lise, si je te dis qu'il y a une obligation de négocier, tu négocies quand même pas tout seul, là. Ce serait plus facile de négocier tout seul, mais on s'entend que... Ouais. Ce qui veut dire que la Cour, ce qu'elle a dit très précisément, c'est la chose suivante. C'est que la sécession unilatérale, elle est illégale, c'est pas possible. Par contre, le fédéral et les provinces doivent négocier l'indépendance québécoise en autant qu'il y a une volonté claire de Québécois. Ça, c'est une autre histoire, mais peu importe. Partons de cette prémisse-là. Ce qui veut donc dire qu'il doit y avoir une négociation. Maintenant, s'il y a une négociation, il faut qu'il y ait par la suite, puis la Cour le dit très clairement, un amendement à la Constitution canadienne pour que l'indépendance québécoise puisse procéder. Et ça, c'est la même décision que, je le répète, les Parizeau, Bouchard, Landry se sont drôlement excités avec ça, à juste titre, parce que c'était complètement innovateur et iconoclaste, cette décision-là. Tout le monde a dit, c'est quoi cette obligation de négocier? Ça sort d'où? Personne n'avait prévu ça. Et c'est une bonne chose pour les indépendantistes, tant qu'à moi. Cela dit, si on doit amender la Constitution canadienne, moi, je fais ça un peu dans la vie, enseigner ça, c'est plate à dire, mais la formule d'amendement qui s'appliquerait, c'est pas le 750 dont tu parles, qui est la version ultra soft. C'est pas mal. Oui, c'est ça, là, on va faire peur. À soir, on fait peur au monde. Après-midi, à Cube Radio. 14h33, Frédéric Bérard, avocat et politologue, nous fait peur. L'épouvantail de service de Québécois pour cet après-midi. Si vous regardez ça de manière théorique, OK? Puis je dis pas que c'est ça que je veux, je dis pas que je défends ça, je dis pas qu'il faut pas faire l'indépendance, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, regardez l'article 41 de la loi constitutionnelle de 1982, ça va vous prendre 15 secondes. Il y a 3 choses qui se disent là-dedans. C'est que quand on veut faire les modifications 41, ça prend l'unanimité, c'est-à-dire toutes les provinces plus le fédéral. Ça commence à faire bien du monde, là. OK? Mais à 41, il y a 5 trucs. Il y en a 3 qui nous intéressent. Le premier, c'est si on veut changer la charge du lieutenant-gouverneur. Mais c'est sûr que si Québec fout le camp, je pense pas qu'on va garder le lieutenant-gouverneur. Hein? On va regarder le système de Westminster. Je penserais pas moi non plus. Fait que ça appelle l'unanimité. Mais je pense qu'on devrait, par contre. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Deuxième affaire, là, on nous parle de la composition de la Cour suprême.
Mais on sait qu'il y a 3 juges de la Cour suprême, 3 juges québécois à la Cour suprême. Si Québec débarque, on s'entend que ça débarque ça aussi. Ça va? Fait que c'est encore l'unanimité. Et troisièmement, le 41E, la formule d'amendement. On dit que quand on va vouloir amender la formule d'amendement, ça va prendre l'unanimité. Ben, dans ce cas-ci, si Québec sort, là, on n'est plus de 10 provinces, on est rendu à 9. Puis le truc du 750 dont tu parlais tout à l'heure, ça veut dire minimum 7 provinces représentant minimum 50 %. Mais là, si tu enlèves la portion québécoise de la population canadienne, tu viens de changer ta formule d'amendement. Ce qui fait que, à moins là, d'aller à, je sais pas moi, à la commission du pot machin Québec, truc muche, qui marche très, très bien, faudrait que ça en prendrait pas mal pour essayer de me convaincre que c'est pas l'unanimité. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais je te dis que dans les faits, là, ce qui est arrivé avec le fédéral, puis à mon avis, ça a été mal compris. Le fédéral, il a dit 750, mais même lui, il se trompe. C'est l'unanimité. Il y a aucune manière de passer outre, sinon, que de faire ce que j'ai déjà proposé, puis tout le monde riait de moi à très juste titre, c'est de s'entendre sur une formule d'amendement précisément adaptée à l'indépendance. Puis ça n'existe pas au moment où on se parle. Est-ce que Justin Trudeau serait capable de s'entendre avec François Legault? Je pense pas. Est-ce qu'il serait capable de s'entendre avec un chef éventuel du PQ ou de QS? Pas sûr non plus. Mais toujours est-il que si je rêve un peu en couleur, moi, je pense que ça prendrait une formule d'amendement précisément adaptée pour cette question-là, parce qu'autrement, tu t'en vas à l'unanimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'île du Prince-Édouard ou Terre-Neuve, comme dans le temps de Mitch, ou le Manitoba dit au diable, ben ça risque d'être au diable. Ceci dit, on peut penser que le fédéral va quand même jouer un rôle de leader ici, et surtout que la communauté internationale, si par exemple le Québec votait oui à, je sais pas, disons, un chiffre clair, 55, 56, 57 %, la communauté internationale pourrait intervenir en un sens, même si c'est de manière frileuse. Ah bon? D'accord. Donc, est-ce les gens qui disent que ce que le gouvernement a fait la semaine dernière, essentiellement, c'est de se construire un petit Barcelone, de coincer les velléités de souveraineté à l'intérieur d'un cadre constitutionnel. C'est charrié, parce que même la loi 99 qui parle du droit à l'autodétermination, là, on les voit à Québec. On a le droit à l'autodétermination. Mais encore là, c'est pas un buffet chinois de décision. La Cour suprême vous a dit, c'est l'amicus curiae. Tu te rappelles de l'amicus curiae? Jolicoeur, qui est un souverainiste crinqué, t'allais dire Québec n'a pas le droit à l'autodétermination externe. C'est pas moi qui le dis, là, c'est lui, puis la Cour suprême a repris ses propos, puis c'est vrai qu'en droit international, pour invoquer le droit à l'autodétermination externe, pas interne, sont là, pour rester dans le Canada, ça va, mais pour que ceci équivale à une sécession remède, ça prend quelque chose d'excessivement grave, au point, Lise, où c'était même pas clair que dans le cas du Kosovo, le Kosovo aurait pu invoquer le droit à l'autodétermination externe. Fait qu'on s'entend-tu que le Québec commence à être pas mal loin de ça? Mais meilleur exemple, la Catalogne. Est-ce que la Catalogne l'a invoqué en droit international d'autodétermination externe? Elle ose même pas parce qu'elle ne se qualifie pas. Puis qu'est-ce que la communauté internationale fait actuellement par rapport à la Catalogne? Rien. Tout ça, dire pas grand-chose. Ben, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que moi, je pense qu'on va se calmer un petit peu, là. Ouais. Et peut-être qu'il faut regarder ça plus à froid. Je suis pas en train de défendre l'intervention du fédéral là-dedans, c'est pas ça que je te dis, mais allons lire la décision. Je pense que c'est des beaux concepts qui sont là-dedans. La preuve, l'Écosse l'a suivi, Édimbourg et Londres, ça a super bien fonctionné. Mais eux, ils ont été intelligents, ils se sont entendus avant. Ben voilà, ben l'obligation de négocier, Lise, il n'y a rien qui empêche que ça se fasse avant. Hein. Remarque que c'est moins beau pour le Brexit, hein, par contre. C'est pas mal moins beau pour le Brexit, mais ça n'a rien à voir non plus avec. Non. Fait que c'est ça. Fait que si on s'entendait avant, comme je l'avais proposé, sa formule d'amendement, je rêve en couleur, mais je pense que ça pourrait se faire dans le calme. Ça passerait peut-être pas comme une lettre à la poste, mais si le oui avait à passer, ça serait une bonne nouvelle pour tous les Québécois, indépendantistes ou non. Je ne comprends pas notre réticence au Québec à ne pas voir ce qui se fait ailleurs pour en tirer des enseignements. Tantôt, avec M. Beaulieu, pour la santé, c'est la même chose. On parlait des infirmières en Ontario. Puis quand ça arrive, je sais pas, c'est comme s'il y avait juste nous autres qui avaient trouvé la chose, que c'était pas possible, que ce qui se fait ailleurs. Écoute, pense-y, l'Écosse, Londres, Édimbourg, Londres se sont basés sur le renvoi canadien à 100%. Ça a été parfait. Évidemment, le oui n'a pas passé. Bon, ça peut être déplorable, mais pour le reste, sur le processus, c'était excellent. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer de ce que d'autres pays s'inspirent de ce que notre Cour suprême nous a proposé? Là, il va dire, oui, mais c'est la Cour des Anglais, mais regardez tout le volet sensibilité québécoise là, à la Cour suprême, puis vous allez être surpris de voir à quel point il y a beaucoup de préjugés qui ont tourné autour de ça. Oh, ça, je pense que oui. Moi, j'aurais pu continuer à parler. On parlera pas de Jody Wilson-Raybould. On n'a même pas eu le temps. Ben non, on n'a même pas eu le temps. Il va falloir qu'on se reprenne à un moment donné. Je me rappelle pas de t'avoir dit non. Non. Quand je reviendrai ici, à un moment donné, remplacer Sophie Durocher. Mais
vite, Jody Wilson-Raybould, elle reste ou à part? Non, faut qu'elle parte, là. Mais là, écoute, ça fait 2 semaines qu'elle donne des coups d'âge dans le fond de la... On vient de se faire ajouter du temps. On est chanceux. C'est le Noël des campeurs. Merci, Hugo. Merci, Hugo. Merci. Écoute, Wilson-Raybould puis Phil Potts ont pris chacun leur hache puis donnent des coups à tour de bras dans le fond de la chaloupe, alors qu'elles ont elles-mêmes annoncé qu'elles se représentaient aux élections. Tu sais, il faut le faire, là, quand même. Puis là, t'as Justin qui est l'espèce de Gilligan avec son chapeau qui regarde ces 2 matelots tapochés dans le fond de la chaloupe, puis là, tout coule. Puis non, mais je veux dire, moi, si j'étais un député libéral dans ce caucus-là, là, je dis là, il y a 2 choses l'une, là. Où tu te tais, où tu t'en vas, là. Puis d'après moi, la stratégie, peut-être que je dis n'importe quoi, mais ils veulent prendre la place de Justin. Wilson-Raybould, d'après moi, c'est ça ses intentions. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Ils se disent, on va tellement le beurrer qu'il va être obligé de dégommer avant octobre, puis je prends la pole. Auquel cas, là, c'est du masochisme, sadomasochisme, en fait, assez patent. Là. Ouais, sauf que au Canada, on est... S'il beurre trop épais, les gens vont finir par pas avoir pitié de lui, mais de dire... Ben, finalement, c'est fait maganer par ces 2 femmes-là. Je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. Ben, hein? moi aussi. Tu le sens-tu, ça? Ouais, je sens la même chose que moi. Au début, tout le monde était contre lui. Ben, en fait, au Québec, un petit peu plus de sensibilité. Oui, c'est pas pareil. Mais regarde, qui va voter libéral aux prochaines élections fédérales? Le Québec. Ça, c'est assez clair. C'est assez clair. Ça sera pas ton ami Jack Meat à la chevelure luxuriante. C'est de valeur parce qu'il est cool. Il est bon. Si vous n'avez pas vu la photo de Jack Metzing avec ses cheveux longs, sans turban, vous avez manqué quelque chose, mesdames. Apparemment que c'est, oui, ça... Alors, on verra demain. Le caucus, c'est demain. Si, faut qu'il se passe quelque chose. Faut qu'il se passe quelque chose. Je pense que Justin a la crainte, parce qu'il s'est passé ces trucs-là. Tu sais, c'est plate à dire, mais ce sont 2 femmes. Le père de Wilson-Raybould a dit, c'est du racisme, c'est du la misogynie. Tu sais, je veux dire, faut pas exagérer. Très inconvenant qui se mêle de ça. Non, ouais, puis je veux dire, le fait qu'elle soit autochtone, je veux dire, qu'est-ce que ça vient avoir? Oh, mais c'est elle qui en parle beaucoup. Évidemment. Puis rappelle-toi, la secrétaire parlementaire de Justin a décidé de quitter, j'oublie son nom, en disant, Justin s'est fâché après moi, que j'ai annoncé blablabla. Il était plus que son secrétaire. Non, excuse-moi, la députée qui était secrétaire parlementaire en chambre, qui a annoncé son départ, puis elle a dit que Justin l'a engueulé. Fait que là, Justin, qui s'était bâti un capital de sympathie intéressant du côté féminin, du côté autochtone, est-ce qu'il craint justement une espèce de passe-moi l'expression, de backlash total, parce que ça va être 3 en quelques semaines? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Mais la question, c'est comment tu penses, toi, Justin, que tout ça va se rétablir de lui-même? Je veux dire, ça va prendre du leadership à quelque part. Tu as deux parlementaires qui t'ont déclaré la guerre, incluant ton parti. Je veux dire, t'as pas le choix, là. Ouais, et il faut savoir s'il y a des troupes pour le faire. On va le savoir. On va c'est un autre suspense. Un autre suspense. Ben écoute, le suspense aussi, c'est quand tu reviendras nous parler. Mais entre-temps, merci beaucoup. Ben, c'est le fun. J'apprécie beaucoup tes lumières dans ces dossiers-là. Donc, je crois, on ne parle pas assez souvent. La justice, c'est au cœur de nos vies. Et puis, on a l'impression qu'on la subit plus qu'on... On est très réactif. On est très réactif, voilà. Si on avait peut-être un petit peu plus peut-être un cours au secondaire, peut-être un cours au cégep. Je sais ce que ça prend. Ça prend une télésérie avec un avocat ou une avocate dans le rôle principal. Ça s'est jamais fait, ça. Pas être journaliste non plus. Non, pas de ça. Merci beaucoup. Hey, salut. Merci, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est le fun, bye.